Au moment où une pandémie déclenchée par un nouveau virus frappe l'humanité au XXIe siècle, il est nécessaire de bien comprendre ce que sont les virus, savoir comment ils sont constitués, comment ils se reproduisent, comment ils nous infectent, comment ils causent des maladies et comment on peut s'en prémunir. Armor Science a choisi pour cela de vous présenter, actualisée par quelques compléments d'information, l'exposition itinérante des virus et des hommes, réalisée en 1991 par l'INSERM, Institut national de la santé et de la recherche médicale, et le Palais de la Découverte. Un des actuels administrateurs d'Armor Science, Thierry Alfred van der Kemp, qui fut à l'époque chef du département des sciences de la vie de cet établissement culturel scientifique de l'enseignement supérieur et coordonnateur rédactionnel et pédagogique de cette exposition, vous en propose un commentaire actualisé. Si virus en latin signifie poison, les particules infectieuses que l'on appelle virus sont effectivement de bien étranges poisons naturels. Les virus, assemblage complexe de biomolécules ayant une taille allant de quelques dizaines à quelques centaines de millionièmes de millimètres, sont si minuscules que seul le microscope électronique permet de les distinguer. Les virus ne sont pas à proprement parler vivants. Ils sont inanimés et ne se reproduisent pas par eux-mêmes. Ils sont répliqués par des cellules vivantes des bactéries, des végétaux ou des animaux qu'ils ont infectés. Les cellules parasitées, envahies des virus qu'elles ont elles-mêmes répliqués, finissent par se détruire et libérer les nouveaux virus qui contaminent à leur tour les nouvelles cellules. Au fur et à mesure que l'infection se propage dans l'organisme, les symptômes d'une maladie apparaissent. Par exemple, la désagrégation des bactéries de la flore bactérienne intestinale causée par les virus bactériophages. Les marbrures sur la peau des fruits des arbres contaminés par le virus de la Charka, les troubles nerveux agressifs causés par le virus de la rage chez les mammifères, dont l'homme. Il existe plus d'1 million de sortes de virus dans le monde, dont une 50aine connues pour infecter l'espèce humaine. Les virus sont constitués d'un assemblage structuré de différentes macromolécules organiques. Au centre, un acide nucléique porte l'information chimiquement codée, autrement dit le génome, nécessaire à sa réplication. Selon les virus, cet acide nucléique peut être soit un ARN simple brun, dans le cas des rétrovirus, soit un ADN double brun, dans le cas des adénovirus. Autour du génome viral, des protéines enzymes sont présentes pour activer dans la cellule infectée les processus chimiques nécessaires à la production de nouveaux virus. Cet assemblage central est entouré d'autres protéines, constituant une coque protectrice ou nucléocapside à structure icosaédrique, comme pour les virus bactériophages, ou à structure cylindrique hélicoïdale, comme pour le virus de la rhizomanie de la betterave. Enfin, la nucléocapside peut être elle-même entourée d'une enveloppe chez certains virus. On prendra 3 exemples. D'abord, le VIH, agent du sida, c'est-à-dire du syndrome d'immunodéficience acquise. Ensuite, les papillomavirus responsables des verrues ou de cancers du col de l'utérus. Et pour finir, les coronavirus, tels le Covid-19, responsables de SRAS, c'est-à-dire de syndrome respiratoire aigu sévère. Cette enveloppe est hérissée de spicules servant au virus à se fixer sélectivement sur les cellules cibles qui l'infectent. Elle est constituée à la fois de lipides, de protéines et de sucre. Les virus ne respirent pas et ne se nourrissent pas. Dépourvus de système producteur d'énergie, ils ne peuvent donc se développer qu'à l'intérieur d'une cellule vivante. Ils en parasitent le programme génétique et le système de production des protéines, détournés au profit de la réplication, de l'assemblage des molécules qui les constituent, puis de leur libération par destruction de la cellule infectée. Par des molécules particulières qui hérissent leur enveloppe ou leur capside, les virus se fixent sur des molécules réceptrices complémentaires
dressée à la surface de la membrane des cellules cibles de l'organisme contaminé. Cette fixation, comparable à une clé dans une serrure, déclenche la libération d'enzymes de la membrane de la cellule infectée qui se creuse autour du virus tout en détruisant l'enveloppe virale. Le virus pénètre alors dans le cytoplasme de la cellule, la nucléocapside se dissout et libère dans le noyau cellulaire l'acide nucléique viral qui est répliqué en multiples exemplaires. Les constituants de la nucléocapside sont produits à leur tour en multiples exemplaires et assemblés dans le cytoplasme. L'enveloppe virale se reconstitue au contact de la membrane de la cellule infectée. Les virus sont ensuite libérés par bourgeonnement ou éclatement de la membrane cellulaire. Selon qu'il s'agit d'adénovirus dont le génome est constitué d'ADN, c'est-à-dire une longue molécule d'acide désoxyribonucléique, ou de rétrovirus dont le génome est constitué d'ARN, c'est-à-dire une longue molécule d'acide ribonucléique, la stratégie d'intégration et de réplication de leur génome parasite est différente. Chez les adénovirus, leur génome, constitué d'ADN, comme le génome de la cellule infectée, est directement intégré à celui-ci. Par contre, les rétrovirus doivent d'abord synthétiser une molécule d'ADN, une copie fidèle de la molécule d'ARN du génome viral, qui pourra ensuite être intégrée dans le génome de la cellule infectée. Cette synthèse est possible grâce à une enzyme particulière appelée transcriptase inverse, qui est codée par le rétrovirus et qui va utiliser la molécule d'ARN comme matrice pour en copier une molécule d'ADN. Donc, selon qu'il s'agit d'adénovirus, tel celui de l'herpès, ou de rétrovirus, tel le virus du sida ou le coronavirus du Covid-19, des stratégies différentes sont prises en compte pour mettre au point des médicaments antiviraux qui empêcheront la réplication du génome viral au sein des cellules infectées. Les modes de transmission des virus de l'animal à l'homme ou d'homme à homme sont très divers. Les virus peuvent envahir le corps humain par une ou plusieurs des 6 portes d'entrée suivantes: le nez, la bouche, l'œil, la peau, les muqueuses génitales et anales ou les vaisseaux sanguins par une plaie cutanée, une coupure, une piqûre causée par un objet contaminé ou par un insecte suceur de sang ou encore par une morsure. Les virus progressent depuis leur porte d'entrée jusqu'aux organes cibles, où ils se développent de manière spécifique. Selon les virus, ces organes peuvent être la peau, le système nerveux central, l'œil, les glandes parotides, l'appareil respiratoire, le tube digestif, le foie, les organes génitaux, l'embryon ou certains globules blancs. Selon l'importance de la quantité de virus initial, l'âge, l'état de santé général de l'individu avant l'infection et les capacités de son immunité, après un délai d'incubation plus ou moins long, se déclare une maladie virale, soit aiguë, parfois mortelle, soit le plus souvent bénigne, voire même sans symptômes apparents. Les virus sont rejetés dans l'environnement dans diverses excrétions des individus infectés. Mais à l'extérieur d'un organisme vivant, les virus se dégradent en général au bout de quelques heures ou de quelques jours et perdent leur virulence. On ne peut donc s'infecter par inhalation, ingestion, toucher ou injection qu'en proximité ou en contact direct avec un individu infecté, un insecte vecteur porteur du virus ou indirectement avec un support ou un milieu récemment souillé par des excrétions infectées. La poliomyélite est un exemple de maladie virale qui a plusieurs organes cibles et dont le développement complexe peut s'étendre sur un mois. Le poliovirus, virus à ARN dépourvu d'enveloppe, est un virus intestinal. Mais il peut provoquer une paralysie en s'attaquant au système nerveux. Le virus entre par la bouche par contact avec la salive et les sécrétions rhinopharyngées d'individus infectés ou l'ingestion d'eau ou d'aliments souillés par des excréments contaminés. Le poliovirus a une capside très résistante qui lui permet de rester virulent durant des mois dans les eaux de rivières polluées par des déjections contaminées.
Le virus se fixe d'abord sur les cellules intestinales, il gagne ensuite les amygdales et les ganglions lymphatiques, passe dans le sang et se multiplie dans le foie et la rate. La maladie est le plus souvent asymptomatique, dans 95% des cas, ou se manifeste par des symptômes bénins, tels que fièvre, fatigue, maux de tête ou troubles digestifs. Mais, chez 1% des personnes infectées, le virus gagne le système nerveux central. Le cerveau, où il peut causer méningite et encéphalite, ou encore les cellules nerveuses des cornes antérieures ou du bulbe de la moelle épinière qui commande des nerfs musculaires moteurs. Dans ce cas, la maladie évolue parfois vers une paralysie des jambes ou encore des muscles de la cage thoracique et du diaphragme, conduisant alors à une sévère détresse respiratoire. Les virus de l'herpès cutané et génital, transmis par un contact direct avec la peau ou les muqueuses, et le cytomégalovirus CMV, transmis par les fluides corporels, dont la salive et l'urine, provoquent des infections chroniques sournoises dites rampantes. Ces virus sont qualifiés d'herpétiques, car en grec, herpein signifie ramper comme un serpent. Ces virus, après une première infection sans symptômes apparents, peuvent en effet subsister cachés dans un réservoir, en profondeur dans l'organisme, ganglions nerveux pour l'espèce ou globules blancs pour le CMV. Sans manifestation pendant une longue période, ils peuvent soudainement s'activer et manifester alors leur présence, sous la forme d'une éruption cutanée ou de lésions des muqueuses génitales dans le cas des herpès, fatigue, maux de tête et fièvre dans le cas du CMV. Chez les personnes à immunité réduite, le CMV cause des maladies plus graves. Il peut causer une atteinte de la rétine pouvant conduire à la cécité chez les personnes à immunité déficiente, le sida, ou déprimées par un traitement thérapeutique, greffe, chimiothérapie. Le CMV peut aussi être transmis à travers le placenta d'une mère à son fœtus et lui causer des atteintes sensorielles et psychomotrices pouvant conduire chez l'enfant à la surdité, à la cécité, la microcéphalie ou les retards mentaux. Le virus de l'hépatite B est transmis par voie sanguine ou sexuelle ou d'une mère à son bébé et il parasite les cellules du foie. 70% des individus infectés ne manifestent aucun symptôme. Mais, chez 30% des individus, la destruction des cellules du foie entraîne jaunisse, troubles digestifs, fièvre et fatigue. Le plus souvent, l'infection guérit en quelques semaines sans séquelles. Exceptionnellement, la destruction du foie peut s'étendre très rapidement. Dans ce cas d'hépatite fulminante, le malade décède en quelques jours si une greffe de foie ne peut pas être réalisée. Et chez 1% des sujets, l'infection persiste indéfiniment et provoque une hépatite chronique qui peut évoluer vers une cirrhose avec régénération du foie, sur laquelle se développe fréquemment un cancer. Cette transformation cancéreuse serait déclenchée dans le génome d'une cellule du foie par une modification d'un gène particulier appelé oncogène. Cet oncogène cellulaire, normalement inactif, serait activé soit par l'ADN viral qui viendrait s'intégrer à sa proximité dans l'ADN de la cellule hépatique, soit par une mutation engendrée par les réplications successives de l'ADN des cellules hépatiques au cours des multiplications cellulaires qui accompagnent le processus de régénération du foie. Un vaccin contre cette maladie existe heureusement aujourd'hui. Il est dirigé contre des antigènes de l'enveloppe virale. Il est notamment obligatoire pour les nouveau-nés contaminables par le sang de leur mère et pour les personnels soignants pouvant être contaminés par le sang des patients infectés à la suite de coupures ou de piqûres. Les maladies virales présentent une grande diversité à la fois de modes de transmission et de durée d'incubation ou d'évolution. Citons quelques exemples. La grippe se transmet entre les êtres humains par contact avec les expectorations. Maladie aiguë, incubant rapidement en 1 ou 2 jours,
Elle évolue en une semaine, en général vers une guérison, mais elle peut être mortelle chez les personnes fragiles. La rage, transmise par morsure de mammifères enragés, est une maladie aiguë qui incube lentement en 3 à 12 semaines et évolue vers la mort en 5 à 10 jours. La poliomyélite se transmet par voie digestive. C'est une maladie aiguë qui incube durant 10 à 15 jours et se développe en 8 à 10 jours, parfois avec des paralysies. Les hépatites A et B se transmettent par voie digestive, sanguine, sexuelle ou placentaire. L'hépatite A est une maladie aiguë qui incube lentement en 2 à 6 semaines et évolue en 2 à 4 semaines vers la guérison. L'hépatite B incube lentement pendant 2 à 5 mois et évolue sous sa forme aiguë en 2 à 4 semaines vers une guérison ou parfois une issue fatale, ou bien encore elle s'installe sous une forme chronique. Le sida est une maladie très lente, transmise par voie sanguine, sexuelle ou placentaire. Après une infection, en quelques heures, de certains globules blancs par le VIH, elle incube en quelques semaines ou années, sans symptômes, et évolue en quelques années, en l'absence de traitements antirétroviraux, vers un ensemble d'affections à l'issue mortelle. Le VIH humain a émergé dans les années 1920 à partir d'une souche de virus d'un singe africain qui s'est transmise de l'animal à l'homme, puis après mutation d'homme à homme. Une nouvelle épidémie de grippe s'étend chaque année sur l'hémisphère nord et occasionnellement dans le monde entier, à la faveur des mouvements transcontinentaux des populations qui s'accélèrent depuis un siècle. Cette maladie virale a symptômes bien connus comme la fièvre, les courbatures, la toux, l'écoulement nasal, le larmoiement, la fatigue, se transmet d'homme à homme par contact avec les gouttelettes expectorées par les personnes infectées. Le virus pénètre dans l'organisme par la bouche et le nez. Cette infection pèse lourdement sur l'économie par les arrêts de travail et sur la santé des nourrissons et des personnes âgées chez lesquelles elle cause parfois des détresses respiratoires mortelles. Le virus grippal est un virus à ARN pourvu d'une enveloppe hérissée de spicules H pour hémagglutinine et N pour neuraminidase, lui permettant de s'attacher sélectivement à la surface des cellules de revêtement des voies respiratoires. Des oiseaux sauvages comme le canard tadorne de Bellon, mais aussi des poulets, canards et porcs d'élevage constituent les réservoirs des virus grippaux. Les virus humains, aviaires et porcins mutent constamment et sont capables de se recombiner en passant d'une espèce à l'autre. La prévention des épidémies de grippe nécessite la préparation de stocks de vaccins adaptés à des souches virales qui varient chaque année. Des réseaux d'observatoires de la grippe, nationaux et internationaux, prévoient les épidémies. On ne parle pas du virus de la grippe, mais des virus de la grippe, dont plusieurs dizaines ou plus ont été répertoriés. Ils sont classifiés en types, eux-mêmes subdivisés en sous-types. 3 types, A, B et C, sont transmissibles à l'homme. Le virus de la grippe A est le plus dangereux. Le type B l'est moins, mais peut également provoquer des épidémies. Le virus de type C n'entraîne qu'un état grippal avec des symptômes mineurs. Les sous-types des virus sont classifiés en fonction des protéines, les glycoprotéines, qui sont présentes à la surface de la membrane cellulaire. Dans le cas des virus de type A, il y en a de 2 types. L'hémagglutinine,
dont l'abréviation est HA ou H, et la neuraminidase, dont l'abréviation est NA ou N. Elles permettent la fusion entre l'enveloppe virale et la membrane cellulaire et, par suite, la libération du génome du virus dans la cellule hôte avec l'infection pour conséquence. Ceci est l'explication de la dénomination HXNY des virus de la grippe A. Beaucoup de souches sont d'origine humaine, mais aussi des virus humains peuvent se combiner avec des virus d'origine animale, oiseaux ou porcs. Certaines de ces souches ont été responsables de graves pandémies dont on a souvent oublié l'intensité. Par exemple, on peut citer depuis un siècle la grippe dite espagnole de type AH1N1 qui a sévi en 1918 et 1919 avec 40 millions de morts de par le monde. La grippe dite asiatique de type AH2N2 qui a été active entre 1956 et 1958 avec 2 millions de morts dans le monde. La grippe dite de Hong Kong de type A H3N2 entre 1968 et 1970. 1 million de morts dans le monde. La grippe dite mexicaine de type AH1N1, très voisine de la grippe espagnole, entre 2009 et 2010 avec 17 000 morts dans le monde. Et enfin la grippe saisonnière classique de type A H1N1, H3N2 entre 2018 et 2019 qui a fait 600 000 morts dans le monde. La poliomyélite, maladie virale reconnue comme provoquant des paralysies chez les enfants dès la fin du XVIIIe siècle, s'est mise dans les années 1950 à frapper de manière épidémique les adultes dans les pays industrialisés. Grâce à l'usage des vaccins Salk depuis 1953, puis Sabin depuis 1961, la maladie est devenue à la fin du XXe siècle une maladie rare. Cependant, il existe encore aujourd'hui des régions, au Pakistan, en Afghanistan principalement, où des campagnes de rappel de vaccination n'ont pu être menées efficacement et où les eaux souillées par des excréments contaminés constituent des réservoirs de poliovirus. Une centaine de cas de poliomyélite sont encore signalés dans le monde. Des campagnes de vaccination pour les habitants de ces régions et les voyageurs qui y séjournent devraient permettre d'éradiquer totalement cette maladie dans les décennies à venir, comme ce fut le cas pour la variole au XXe siècle. La rage, maladie causée par le virus rabique, transmis au cours d'une morsure par la salive de mammifères carnivores contaminés, affecte les méninges et les gaines de myéline constituant la substance blanche du cerveau et du cervelet. Après la manifestation de troubles du comportement, l'évolution de la maladie est presque toujours fatale pour l'animal ou l'homme infecté. En Europe, la surveillance des animaux, la vaccination antirabique des renards, des animaux de compagnie et son administration à l'homme en cas de morsure suspecte ont permis de juguler la rage. Le dernier cas de rage non importé chez l'homme en France métropolitaine date de 1924 et en France ultramarine date de 2008. Cependant, la survenue chaque année de 59 000 cas de rage humaine dans le monde, notamment en Afrique et en Asie, justifie le développement des mesures de prévention avec une attention particulière aux chiens errants et aux chauves-souris. Dans de nombreuses régions du monde, des moustiques peuvent inoculer à l'homme des virus responsables d'infections parfois sévères, pouvant avoir pour conséquence des séquelles neurologiques ou même de mener à une UCI fatale. Essentiellement circonscrites historiquement dans les zones tropicales, ces maladies virales ont atteint depuis 20 ans les régions de plus haute latitude, avec l'extension jusqu'à l'Europe de l'aire de répartition des moustiques vecteurs qui, avec le réchauffement climatique, arrivent à s'y reproduire. Ainsi, la présence aujourd'hui du moustique tigre dans 57 départements français oblige à la plus grande vigilance. Ce moustique est un vecteur de transmission autochtone, c'est-à-dire locale, des virus du chikungunya, de la dengue
ou encore de la fièvre Zika. La fièvre du Nil occidental est transmise aux hommes et aux chevaux par d'autres moustiques du genre Culex, eux-mêmes contaminés après avoir piqué des oiseaux migrateurs réservoirs du virus. Un point commun des symptômes de ces maladies, parfois peu apparents mais pouvant être très sévères, est qu'ils peuvent faire penser, à tort, à un état grippal plus ou moins fort selon les cas. L'identification de la maladie, et donc du virus qui en est la cause, est faite par isolation de ces derniers dans le sang de la personne contaminée ou par des dosages sérologiques. Dans tous les cas, le traitement est symptomatique, c'est-à-dire qu'il ne soigne seulement que les symptômes de la maladie dans l'objectif de les soulager, car il n'existe pas de traitement spécifique ni de vaccin. La fièvre jaune est une maladie virale transmise de singe à singe et de singe à homme et d'homme à homme par l'intermédiaire d'un insecte piqueur, suceur de sang, la femelle du moustique de l'espèce Aedes aegyptiae. Le virus, dit amaryle, provoque des hémorragies et des lésions du foie et des reins. Après une incubation de 3 à 6 jours, la maladie en général se manifeste par des symptômes bénins, maux de tête, fièvre, courbatures, fatigue durant 3 à 4 jours. Mais chez certains sujets, son évolution se poursuit durant 7 à 10 jours en se manifestant par une très importante fièvre, une jaunisse, une urine brune, des vomissements et des saignements de la bouche, du nez et de l'estomac. L'issue est parfois fatale. La fièvre jaune a ainsi tué 53 000 personnes en 2006 dans le monde. Les épidémies surviennent principalement en Afrique intertropicale, mais aussi en Amérique tropicale. Un vaccin très efficace est obligatoire pour tous les voyageurs se rendant dans ces régions. Une vaste campagne internationale d'éradication de cette maladie a été lancée depuis 2006 avec pour objectif de faire disparaître la maladie dans la prochaine décennie. Le virus de l'hépatite B infecte le foie de près d'1 milliard de personnes dans le monde. La fréquence de l'infection chronique du foie est très variable selon les continents. Elle est particulièrement élevée en Asie du Sud-Est et en Afrique subtropicale, comme l'est aussi la fréquence du cancer du foie. L'épidémie se propage par les voies sanguines et sexuelles à la suite d'une piqûre par une aiguille contaminée, d'un rapport sexuel avec un sujet infecté ou d'un accouchement. De ce fait, les catégories de personnes les plus exposées sont les mêmes que celles exposées au VIH avec le risque du sida. Le personnel médical, les toxicomanes, les partenaires sexuels sans préservatif de sujets infectés, les malades polytransfusés ou dialysés, les enfants de mères infectés au moment de la grossesse et enfin les voyageurs dans les pays où le virus circule. Pour faire régresser l'épidémie dans le monde, la prévention est indispensable. Elle s'appuie sur le dépistage généralisé du virus de l'hépatite B chez les donneurs de sang, déjà systématique dans les pays industrialisés, et l'administration à toutes les populations du vaccin existant efficace et peu coûteux. Le virus de l'hépatite B infecte encore 250 millions de personnes dans le monde sous forme chronique et y tue près d'1 million de malades chaque année, dont 1500 en France. Depuis les années 1980, jamais une maladie virale n'avait connu une assez grande surveillance épidémiologique que celle causée par le virus de l'immunodéficience humaine ou VIH, responsable du syndrome d'immunodéficience acquise ou SIDA, un ensemble d'affections de l'organisme déclenchées par la destruction de certaines catégories de globules blancs, lymphocytes.
Comme le virus de l'hépatite B, le VIH se transmet par voie sanguine et sexuelle, et notamment quand les muqueuses sont lésées. Les personnes particulièrement exposées au sida sont donc les mêmes que celles qui risquent l'infection par le VHB. Puisqu'il n'existe encore aucun vaccin contre cette terrible maladie à très lente évolution, la prévention nécessaire pour réduire l'épidémie mondiale repose sur le dépistage systématique des donneurs de sang, l'emploi de seringues stériles, l'utilisation de préservatifs pour protéger les rapports sexuels à risque, le dépistage de la séropositivité VIH chez les personnes exposées et l'administration d'une trithérapie antirétrovirale, bloquant la multiplication des virus et empêchant l'apparition du syndrome. Ces méthodes de prévention ont fait régresser de manière drastique le nombre de contaminés et de morts de cette maladie qui a déjà tué en 40 ans 36 millions de personnes. Aujourd'hui, cependant, 37 millions de personnes sont encore infectées dans le monde, notamment en Afrique, et 770 000 personnes en meurent chaque année, dont au moins 500 en France. La variole, une maladie virale hautement contagieuse et dangereuse qui a décimé des populations dans le monde entier durant 9 millénaires, a réussi à être éradiquée totalement depuis 3 décennies. C'est le plus grand succès de la vaccination. L'orthopoxvirus, responsable de la variole, est transmis par contact avec les postillons ou les pustules des malades. Le virus pénètre dans les voies respiratoires par la bouche et le nez. La maladie incube sans symptômes durant 1 à 2 semaines, puis évolue en 2 à 4 semaines avec divers symptômes, dont d'importantes éruptions cutanées. Jusqu'à 30% des malades meurent des complications de l'infection. Quant aux survivants, ils portent toute leur vie les cicatrices laissées sur leur peau par les pustules. La dernière pandémie, datant de 1967, a touché 10 millions de personnes dans le monde et en a tué 2 millions. La dernière épidémie française, datant de 1954, toucha 85 personnes et en tua 18. Si le virus est spécifique de l'homme, mais peut être dangereux pour les primates, il n'existe pas de réservoir du virus chez les animaux. Mais des virus de la même famille, inoffensifs pour l'homme, causent des maladies proches de la varicelle chez certains mammifères, comme la vaccine de la vache, vacca en latin. En 1796, le médecin anglais Edward Jenner eut l'idée d'inoculer à l'homme une préparation de pustules de vache atteintes de vaccine. Cette inoculation s'avéra protectrice contre la variole. Le principe de la vaccination était né. L'amélioration de la vaccination antivariolique, puis la systématisation de son administration jusqu'aux années 1980, a permis de faire régresser puis disparaître cette maladie. Le dernier cas de variole a été recensé en 1977 en Somalie. L'administration d'un médicament antiviral est destinée à associer ses effets à ceux mis en œuvre naturellement par les cellules du sujet infecté. À la différence des très nombreux antibiotiques utilisés contre les infections bactériennes, il existe actuellement moins d'une centaine de médicaments efficaces contre seulement une dizaine de virus. Pourtant, l'emploi de médicaments pour lutter contre les maladies virales est un vieux rêve, comme en témoigne une mixture à base de hannetons imaginée au XVIIIe siècle pour lutter contre la rage. Cependant, ce rêve n'a commencé à être réalité que depuis seulement une quarantaine d'années, notamment avec la mise au point à partir de l'ADN du sperme de hareng de la molécule d'azidothymidine ou AZT. Cette molécule, premier antiviral pour lutter contre le VIH du sida, a été commercialisée par les laboratoires Wellcome sous le nom de Rétrovir ou zidovudine. Cette molécule bloque l'activité de l'enzyme transcriptase inverse du virus, empêchant ainsi le génome viral de s'intégrer dans l'ADN des chromosomes des globules blancs lymphocytes infectés. De ce fait, le virus ne peut pas être répliqué. Aujourd'hui, la recherche a produit de nouvelles molécules capables soit de détruire sélectivement les cellules infectées, soit d'empêcher les virus de pénétrer dans les cellules en bloquant leur accès aux récepteurs à la surface cellulaire,
soit enfin de bloquer dans la cellule des protéines ou des ARN particuliers, rendant les virus inactifs par suite d'une formation incomplète. Une quarantaine d'antiviraux sont aujourd'hui disponibles pour lutter efficacement contre le VIH. D'autres molécules se sont montrées par ailleurs efficaces contre les virus de l'herpès, le virus de la varicelle, le cytomégalovirus, les virus des hépatites C et A et les virus de la grippe. Mais l'efficacité des antiviraux peut être parfois compromise par l'apparition des phénomènes de résistance ou d'effets secondaires toxiques. Tout être vivant évolue dans un environnement peuplé d'une multitude de virus et de micro-organismes infectieux ou parasites. Chaque espèce dispose de mécanismes de défense permettant à une grande partie de la population de résister efficacement à ces infections. Chez les mammifères et l'espèce humaine en particulier, lorsqu'un virus ou une bactérie ou un parasite pénètre dans l'organisme, il se heurte au mécanisme de la défense immunitaire. Celle-ci met en jeu des cellules spécialisées telles que les lymphocytes et les macrophages, interagissant entre elles et avec les agents infectieux par un système chimique complexe de récepteurs et d'émission de signaux moléculaires tels les cytokines, dont les interférons. En dehors des immunoglobulines constituant des anticorps produits par les lymphocytes B, d'autres cellules de l'immunité comme les lymphocytes T et certains globules blancs émettent des signaux antiviraux. Ce sont les interférons. Ces interférons, caractéristiques de chaque espèce, sont des protéines sucrées produites en réaction à une infection virale. En se fixant sur des récepteurs particuliers des cellules voisines de celles qui les ont sécrétées, elles activent la production de protéines antivirales, empêchant le bourgeonnement des virus hors des cellules qu'ils ont infectées. Afin de renforcer les défenses naturelles, il est possible dans certains cas d'injecter des sérums dits hyperimmuns contenant en grande quantité les anticorps recueillis dans le plasma sanguin de donateurs ayant guéri de la maladie. C'est cette sérothérapie qui est utilisée pour traiter des individus touchés par l'hépatite A ou la rage. Par contre, on inocule des interférons obtenus par génie génétique pour soigner l'hépatite C. La meilleure des préventions contre les maladies virales est le vaccin. Un vaccin antiviral est un produit obtenu par une fraction inoffensive, dite antigène viral, d'une partie du virus qui, administré à un receveur sain, le protégera contre une infection ultérieure par le virus entier virulent. Le vaccin sensibilise en effet certaines cellules de l'immunité, gardant en mémoire chimique l'antigène viral pour une durée de quelques mois à quelques années suivant les cas. Ces cellules de l'immunité seront capables de reconnaître le virus et permettront de produire rapidement et massivement les anticorps spécifiques correspondants. Les anticorps sont des protéines dites immunoglobulines en forme de lettre Y, dont les extrémités des branches portent une région se liant de manière spécifique à l'antigène. Pour produire les vaccins antiviraux, la virulence des virus est inactivée ou atténuée selon différentes méthodes. Le vaccin anti-hépatite B,
qui a été d'abord obtenu à partir d'enveloppes virales extraites du plasma d'individus porteurs, fut ensuite obtenu par génie génétique. Une partie du génome viral est alors clonée dans une culture de bactéries, puis dans des cultures de cellules de hamsters, qui produisent alors les éléments de l'enveloppe virale servant au vaccin. Le vaccin contre la poliomyélite, qui a d'abord été produit à partir de virus atténués par du formol dilué, fut ensuite produit à partir de virus inactivés par la chaleur et le vaccin a été administré par voie orale. Le vaccin antigrippal est produit quant à lui en inoculant les virus dans des œufs fécondés de poules. Les virus se multiplient et sont libérés dans l'albumine des œufs en incubation. Après filtration et purification, les protéines du virus inactivées par le formol et d'autres réactifs chimiques sont recueillies pour produire le vaccin. L'immunité conférée par les vaccins antiviraux persiste plus ou moins durablement et nécessite le renouvellement périodique ou rappel de la vaccination. Comme exemple de recommandation, on peut citer les vaccinations antivirales contre la fièvre jaune, en zone à risque évidemment, à 1 an, puis rappel tous les 10 ans. La gastro-entérite à rotavirus à 3 mois. La grippe tous les ans. L'hépatite B à 2 mois, puis à 1 an, puis rappel tous les 4 ans. Le papillomavirus pour les jeunes filles à partir de 12 ans. La poliomyélite, en zone à risque évidemment, à 3 mois, 1 an, 6 ans, 12 ans, 25 ans, puis tous les 20 ans. Les rougeoles, oreillons, rubéole, le vaccin trivalent ROR, à 1 an, puis rappel à 12 ans, et de même pour la varicelle. Le zona pour les personnes âgées à partir de 65 ans. En l'absence de vaccin, plusieurs mesures simples de prévention permettent de réduire considérablement les risques de contact avec les virus. Il s'agit de mesures barrières faisant obstacle au virus. La distanciation physique d'1 à 2 mètres entre individus. Le port de masques respiratoires lorsque le virus, comme celui du Covid-19, se transmet par les microgouttelettes expirées par le nez et la bouche. Le port de préservatifs masculins lorsque le virus, comme celui du sida, se transmet par voie sexuelle. Il s'agit aussi de mesures de désinfection visant à inactiver par décomposition chimique ou thermique les virus susceptibles d'avoir contaminé différents supports. Citons 3 procédés. Le lavage des mains avec produits détergents comme le savon ou avec une solution hydroalcoolique à 75 degrés, altérant l'enveloppe virale en interagissant soit avec ses lipides, soit avec ses protéines. Le lavage des surfaces inertes et non alimentaires avec un hyperoxydant comme l'eau javélisée dégradant les molécules composant les virus. Et enfin, la stérilisation par la chaleur des objets ayant été en contact avec les malades. Le terme fièvre hémorragique virale est souvent utilisé pour qualifier une maladie grave, très dangereuse, causée par un virus et pouvant s'accompagner d'une hémorragie. Les hémorragies sont dues à une augmentation de la perméabilité des vaisseaux sanguins.
ces infections peuvent être mortelles. Selon le type de virus, elles sont transmises soit par contact direct avec la peau, soit par contact avec des liquides biologiques provenant de la personne infectée, ou encore par consommation d'une viande provenant d'un animal infecté. Les déjections et urines de rongeurs ou de mammifères infectés, des piqûres et morsures d'insectes en sont aussi des moyens de transmission. Elles frappent les pays africains avec des degrés de contagiosité et de mortalité différentes selon les types et les souches de virus. Les premiers symptômes en sont souvent voisins de ceux de la grippe, et le diagnostic est confirmé soit par analyse de sang, soit par une observation microscopique d'un tissu infecté. Les traitements sont le plus souvent symptomatiques et consistent à restaurer l'intégrité des fonctions biologiques, hydratation, baisse de la fièvre, etc. Certaines peuvent être combattues par l'utilisation de vaccins ou encore par des campagnes de vaccination des animaux. Par contre, pour beaucoup d'entre elles, il n'existe pas encore aujourd'hui de vaccin. La dengue, déjà évoquée dans le panneau consacré aux fièvres virales transmises par les moustiques, fait partie de cette famille. Plusieurs autres fièvres, de Magbourg, de Lassa, de la vallée du Rift, la fièvre jaune, sont également connues pour être très dangereuses. La plus contagieuse et la plus dangereuse est certainement celle qui a émergé en Afrique occidentale il y a près d'un demi-siècle, Ebola. Découverte en 1976, cette maladie provoque de fortes fièvres hémorragiques qui sont souvent mortelles, avec un taux de mortalité qui se situe entre 30 et 90% des personnes infectées. Ce chiffre variant selon les épidémies et l'espèce virale en cause. La chauve-souris en est le réservoir naturel. Aucun vaccin n'est opérationnel à ce jour, mais 2 campagnes d'essais cliniques de 2 vaccins expérimentaux ont été lancées depuis 2018. Le nom coronavirus, du latin signifiant virus à couronne, a pour origine que, observés en microscopie électronique, ces virus présentent une couronne hérissée de projections bulbeuses qui évoquent la silhouette de la couronne solaire. Les chauves-souris et les oiseaux sont les hôtes idéaux pour ces virus et en assurent l'évolution et la dissémination. Ils sont normalement spécifiques à un animal, mammifère ou oiseau selon leur espèce. Mais ils peuvent changer d'hôte à la suite d'une mutation. Ce sont ces mutations qui ont conduit à l'apparition de souches causant de graves infections chez l'homme. Leur transmission interhumaine se produit principalement par contact étroit via des gouttelettes respiratoires générées par les éternuements et la toux. Plus de 500 types de coronavirus ont été isolés chez la chauve-souris et il en existerait globalement plus de 5000. 7 principaux coronavirus sont généralement cités comme pouvant contaminer l'homme. C'est en 1965 que le premier d'entre eux a été découvert. 3 autres ont suivi, tous 4 étant considérés comme non dangereux car simplement la cause de 15 à 30% des rhumes courants. 3 autres ont été identifiés plus récemment qui seraient responsables de graves pneumopathies. Le SARS-CoV, agent pathogène du syndrome respiratoire aigu sévère, ou SRAS, en Chine septentrionale en 2002. Le MERS-CoV, syndrome respiratoire du Moyen-Orient découvert en Arabie Saoudite en 2012, et le SARS-CoV-2, responsable d'une nouvelle maladie virale infectieuse baptisée Covid-19, est apparu en Chine centrale en 2019. Covid-19 est l'acronyme anglais de Coronavirus Disease 2019
selon le principe d'appellation adopté par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, pour la dénomination des nouvelles maladies infectieuses humaines. Ce virus ressemble beaucoup à des coronavirus prélevés sur des chauves-souris qui sont donc soupçonnés d'en être l'animal réservoir. Cependant, ces derniers ne peuvent se transmettre directement à l'homme et il semblerait qu'ils aient muté lors de leur transmission à un autre animal. Un premier suspect a été identifié, également porteur d'un coronavirus ayant une forte parenté générique avec le Covid-19. Le pangolin, petit mammifère menacé d'extinction dont la chair, les os, les écailles et les organes sont utilisés dans la médecine traditionnelle chinoise. Un autre suspect est apparu très récemment, la civette, animal de la taille d'un gros chat qui se nourrit entre autres de chauves-souris. Elle est couramment vendue sur les marchés en Chine ou présente dans les menus de restaurants. Elle avait déjà été suspectée lors de l'épidémie du SARS-CoV en 2002, dont le Covid-19 est un cousin avec qui il partage beaucoup d'analogies. Son élevage avait été interdit après l'émergence du SRAS en 2002, cependant, c'est un animal toujours consommé massivement. Le Covid-19 est très fortement contagieux et, une fois qu'un homme en est infecté, il peut en contaminer d'autres très vite et donc la maladie se propager très rapidement. Cette contagiosité est d'autant plus redoutable qu'un individu peut être infecté et donc être contagieux sans qu'aucun symptôme clinique ne soit discernable. Du virus de l'immunodéficience humaine ou VIH provoquant le sida au coronavirus provoquant le syndrome respiratoire aigu sévère ou SRAS, de la grippe aviaire à Ebola, les grandes épidémies naissent lors de contacts trop rapprochés entre les hommes et les animaux. Le risque est aggravé lorsque des espèces sont transportées loin de leur aire de répartition naturelle, de zones sauvages vers des zones urbanisées à forte densité humaine. Prenons l'exemple du virus du SRAS qui a provoqué une épidémie mondiale en 2002, touchant plus de 8000 personnes et faisant 800 morts en quelques mois. Cette épidémie s'est déclarée en Chine chez des personnes en relation avec les marchés des animaux sauvages consommés par les Chinois. On savait que les chauves-souris sont le réservoir naturel du virus humain, mais on ne savait pas précisément comment et surtout d'où celui-ci avait pu se répandre si soudainement sur les marchés d'animaux sauvages. Dans une grotte reculée de la province du Yunnan, dans le sud-ouest de la Chine, il y a une population de rhinolophes, un genre de chauve-souris, qui héberge des souches virales de coronavirus très proches du virus humain. Aucune des chauves-souris ne présente la réplique exacte du virus humain, mais prises ensemble, les différentes souches en possédaient tous les ingrédients. La souche humaine aurait ainsi émergé à partir des mélanges entre les génomes de ces différents virus, tandis que ce nouveau virus ne présentait aucun danger pour les chauves-souris elles-mêmes. On parle ainsi de réservoir primaire de virus. Mais comment ce virus, ciblant l'humain, présent dans les grottes d'une région rurale du sud-ouest de la Chine, se sont-ils retrouvés sur les marchés spécialisés dans la vente de viande d'animaux sauvages de certaines villes chinoises? Les recherches sur l'origine du virus se sont rapidement tournées vers la civette masquée, petit mammifère carnivore proche de la genette, vendu sur ces marchés dans la province du Guangdong en 2002 et qui aurait transmis le virus aux humains. Et c'est ainsi que l'épidémie de SRAS aurait commencé chez l'homme.
C'est l'hypothèse du réservoir secondaire du virus. Il n'est pas exclu que les virus recombinés des chauves-souris contaminent directement les humains sans passer par un réservoir secondaire. En effet, les humains se rapprochent des animaux sauvages en multipliant les activités humaines dans les habitats des animaux sauvages. En attendant, les génomes des virus des chauves-souris continuent de se recombiner dans les grottes et tous ces ingrédients génétiques sont prêts pour l'émergence de nouveaux coronavirus. Cette exposition a une histoire. En visitant notre grenier, nous avons découvert une exposition sur les virus que le Palais de la Découverte et l'INSERM nous avaient confiée pour la diffuser vers notre public en 1991. Nous l'avons visitée et le constat unanime a été qu'elle était toujours scientifiquement valable à condition de lui ajouter des événements plus récents et, en particulier, les coronavirus. Or, le concepteur de cette exposition est l'un de nos administrateurs, Thierry Alfred van der Kemp, et nous l'avons contacté. Immédiatement, il s'est montré ravi et enthousiaste de la repenser et de la compléter. Les bénévoles d'Armor Science se sont donc mis au travail et en moins de 3 semaines ont apporté leurs compétences pour vous offrir cette exposition rénovée. Nous espérons qu'elle vous a permis de parfaire vos connaissances sur ces microbes qui, contrairement aux bactéries, sont systématiquement nocifs.